direction la Chine. China. La puissance chinoise. China. Cette guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde. China. Croissance de l'économie chinoise. China. La Chine menace Taïwan, voire aide discrètement l'allié Poutine dans sa guerre d'invasion de l'Ukraine. China. Pour rendre sa grandeur à l'Amérique, Donald Trump compte bien appliquer certaines recettes déjà utilisées lors de son premier mandat. Et depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain a conservé le même ennemi, la Chine. Les deux puissances s'affrontent évidemment sur le volet économique, mais leur opposition concerne aussi Taïwan et les alliances géopolitiques, et le gouvernement chinois a préparé sa riposte. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La Chine à l'épreuve de Trump, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 3, les États-Unis défendront-ils Taïwan ? Le 9 août 2020, un Boeing bleu ciel se pose sur le tarmac de l'aéroport de Taipei. À son bord, le secrétaire d'État à la santé de Donald Trump, en plein premier mandat. Devant l'avion estampillé United States of America, Alex Azar salue les représentants du gouvernement taïwanais. Un ministre américain peu connu qui se rend à Taïwan, cela peut vous sembler anodin. Mais il s'agit là du plus haut responsable américain à avoir visité l'île depuis 1979. Dans les heures qui suivent, le ministre de la Santé rencontre également le président taïwanais de l'époque, Tsai Ing-wen. De quoi faire réagir la Chine qui s'insurge de cette visite. 5 ans plus tard, alors que les tensions commerciales entre Pékin et Washington sont au plus fort, l'opposition autour de Taïwan pourrait-elle se faire plus vive ? Et Donald Trump est-il toujours engagé pour la défense de l'État insulaire ? La réponse dans cet épisode. Pour ce dernier épisode de notre série, je suis toujours avec Alice Ekman, directrice de la recherche de l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, spécialiste de la Chine. Bonjour Alice Ekman. Bonjour. Avant de voir quelles sont les positions chinoises et américaines sur Taïwan depuis le retour de Donald Trump, je pense qu'un rappel est nécessaire. Pour cela, j'ai retrouvé un extrait d'un épisode avec Cyril Pluyette, rédacteur en chef adjoint du service Monde de l'Express. Taïwan est un État indépendant de facto, c'est-à-dire qu'il a son propre gouvernement, ses propres lois, mais son indépendance n'est pas actée juridiquement. Taïwan n'a jamais déclaré formellement son indépendance. En face, la Chine souhaite une réunification, de préférence de façon pacifique, mais au besoin par la force, car elle considère que Taïwan fait partie de son territoire. Les Chinois voudraient créer quelque chose qui ressemble au statut de Hong Kong, c'est-à-dire un pays, deux systèmes. Taïwan serait sous le contrôle de la Chine, mais avec un système différent. Ce statu quo, il est défini dans un texte des États-Unis, le Taiwan Relations Act, qui date de 1979. La Chine souhaite donc faire revenir Taïwan dans son giron. Et justement, Alice Ekman, ces dernières semaines, l'armée chinoise a mené des exercices d'une très grande ampleur autour de l'île. Oui, la Chine a engagé des manœuvres militaires simulant un blocus de l'île. C'est pas la première fois qu'elle le simule. Elle a engagé de telles manœuvres en mai 2024, des manœuvres de grande ampleur. Mais c'est vrai que c'est la première de cette ampleur sous l'administration Trump. C'était aussi un peu pour tester la réaction de l'administration à ces manœuvres. Des attaques contre des ports et les infrastructures énergétiques. Et tous les moyens sont mis en œuvre dans cette démonstration de force. Images à l'appui fournies par Pékin. Des dizaines de navires de guerre, dont un porte-avions fleuron de la marine chinoise, près d'une trentaine d'avions, et même des tirs réels de longue portée. Ces manœuvres chinoises, est-ce qu'elles se sont intensifiées depuis le retour de Donald Trump ? Généralement, à chaque fois qu'il y a eu des actions américaines considérées comme hostiles ou négatives par Pékin, il y a eu ce type de manœuvres. Alors, lors par exemple, de sommets de sécurité entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, la Chine a conduit des manœuvres il y a 1 an et demi. Lors de visites de représentants américains ou de sénateurs américains à Taïwan, par exemple, c'était le cas de Nancy Pelosi il y a 2 ans, la Chine a aussi organisé des manœuvres. Alors, c'est pas uniquement en réaction, c'est aussi pour tester, pour s'entraîner. Mais bien sûr, la Chine considère qu'il ne faut rien céder, même en termes symboliques, en termes de signes envoyés, rien céder sur le dossier taïwanais, parce qu'elle considère que c'est une question nationale.
et que les États-Unis sont totalement illégitimes dans leur positionnement, dans leur discours et dans leur approche. La Chine privilégie donc l'option d'un blocus. Quelles sont les autres méthodes qu'elle pourrait appliquer pour attaquer Taïwan ? La Chine multiplie les approches plutôt offensives de l'île et avec une approche ciblée différente. C'est-à-dire que, par exemple, Xi Jinping a déclaré lors du dernier congrès du parti qu'il fallait cibler les forces qu'il appelle sécessionnistes de l'île et soutenir les forces qu'il appelle patriotiques. C'est-à-dire une invasion massive et complète de l'île est improbable. D'où d'ailleurs cette simulation de blocus. Mais de manière générale, c'est important d'avoir en tête qu'il ne faut pas mettre de côté l'option militaire dans l'analyse, mais que ce n'est pas une invasion de type guerre en Ukraine que la Chine a en tête ou aurait en tête de toute façon. L'option militaire est toujours sur la table, mais il y a toujours l'option économique ciblée, toucher au portefeuille les entreprises ou les entités, les citoyens qu'elle considère hostiles sur le sol taïwanais, mais aussi les entreprises, les pays tiers qui coopéreraient avec ces entreprises ou ces entités considérées comme hostiles. Donc là, on aurait une application extraterritoriale potentielle du droit chinois, mais aussi, plus généralement, il y a l'outil cyberattaque, opération de désinformation de propagande, touchant spécifiquement certains individus, certaines ONG, certains responsables politiques. Et ne pas oublier aussi que c'est l'outil du droit que la Chine a utilisé vis-à-vis de Hong Kong. Et donc aujourd'hui, on pourrait imaginer que Pékin utilise l'outil du droit pour toucher Taïwan, en touchant ses citoyens, ses entreprises, si elle ne peut pas le faire sur le sol taïwanais, dans les pays tiers, lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils voyagent, lorsqu'ils coopèrent. Et c'est vraiment, je pense, cet axe-là de la stratégie qu'il faut suivre avec précision, sans oublier l'aspect militaire. On l'a dit, la situation économique entre les États-Unis et la Chine se tend. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un argument pour le gouvernement chinois de s'en prendre à Taïwan ? C'est toujours la question, est-ce que la Chine a une stratégie vis-à-vis de Taïwan qui est indépendante en fait des agissements américains, etc. On voit qu'elle est quand même dépendante puisqu'elle réagit à chaque visite ou à chaque nouvelle investiture, etc. Taïwan reste un point de tension entre Washington et Pékin. C'est le principal point de tension. En tout cas, vue de Pékin, c'est cela. La question aussi, c'est la symétrie des forces dans la région. Pour l'instant, la présence militaire américaine est plus solide, plus expérimentée, plus complète que la présence militaire chinoise dans la région, notamment la marine chinoise. Mais le rattrapage est rapide. Donc il y a tout un débat sur le calendrier éventuel d'une invasion, même ciblée et limitée, etc. En tout cas, il n'y a pas de calendrier affiché par Pékin. La question, c'est le temps joue pour qui ? C'est-à-dire qu'en tout cas, Pékin aurait intérêt, d'un point de vue strictement militaire, d'un point de vue de la rationalité militaire, à attendre qu'il renforce davantage ses capacités militaires pour être sûr de gagner en cas d'attaque et de défense de Taïwan par les États-Unis. Alors, en même temps, est-ce que Pékin a intérêt à attaquer dans un contexte d'inconstance politique au niveau américain ? Dans ce cas-là, ils auraient très bien pu le faire avant l'investiture, en période de campagne, etc. Ils ne l'ont pas fait, donc bien sûr que le facteur politique joue, mais Taïwan reste un point de tension entre les relations sino-américaines depuis longtemps. Je pense que c'est plus l'asymétrie des capacités militaires qu'il faut prendre en compte, et donc ça indiquerait plutôt une option tardive, en tout cas pas dans l'immédiat, dans les prochains mois. Mais bien sûr, rien n'est certain, et on a vu qu'on a pu se tromper dans l'analyse sur différents théâtres d'opération et théâtres de guerre. Nous avons besoin du Groenland. C'est très important pour la sécurité internationale. Il ne s'agit pas de savoir si vous pensez que nous pouvons nous en passer. On ne peut pas. Les États-Unis sont historiquement alliés de Taïwan, mais les récentes positions de Donald Trump sèment le doute dans l'État insulaire, à commencer, Alice Ekman, par les sorties du président américain sur le Groenland. Oui, aujourd'hui, ce qui est sûr qu'en matière de propagande, les discours américains sur le Groenland, sur le canal du Panama, c'est du pain béni pour la communication chinoise, parce que là, je veux dire, vous voyez, ce n'est pas nous. Nous, on est modérés, on est responsables, alors que les Américains sont des méchants impérialistes. En réalité, la situation est plus complexe, mais bien sûr qu'elle joue sur ce contre-discours face au discours américain. Et j'imagine que l'arrêt de l'aide à l'Ukraine depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a également fait croître l'inquiétude des Taïwanais, car cela pourrait encourager la Chine. Oui, enfin, on disait ça aussi de la Russie, que l'invasion russe de l'Ukraine allait encourager Pékin à faire de même. On voit que c'est pas le cas aujourd'hui. Après, on a dit l'étendue des sanctions est importante parce qu'elle s'avérait de contre-exemple
à Pékin, c'est-à-dire que sanctionner fortement la Russie est important pour toucher la Russie au portefeuille et essayer de contenir ses agissements, mais aussi pour montrer à la Chine qu'elle pourrait subir de telles sanctions en cas d'attaque de Taïwan. À l'inverse, lorsqu'on analyse le discours stratégique en Chine et justement sa propre analyse des mouvements de sanctions, on voit qu'elle cherche plutôt elle considère, que les mouvements de sanctions qui ont touché la Russie sont intéressants d'analyser, pas pour les éviter, mais pour savoir comment y faire face quand elles toucheront la Chine. Donc, c'est pas la question d'essayer d'en éviter l'adoption de sanctions, mais comment on fera quand des sanctions sont adoptées à notre encontre. Autre volet de préoccupation pour Taïwan, l'économie. Et d'ailleurs, Donald Trump n'a pas hésité à augmenter les droits de douane pour Taipei. Oui, ça a surpris beaucoup parce que la vague de droits de douane adoptée par l'administration Trump a touché aussi Taïwan de manière assez conséquente. On se dit, mais voilà, quelle est la logique derrière si les États-Unis touchent ses alliés ou ses partenaires de manière aussi forte que les pays considérés hostiles. Après, dans un premier temps, c'était une réalité. Dans un second temps, on a vu qu'il y a un lancement de négociations avec un certain nombre de partenaires au même moment où les tarifs touchant la Chine n'ont fait qu'augmenter. Vous savez, Taïwan, ils nous ont volé notre marché de puces électroniques. Ils veulent que nous les protégions, mais ils ne nous versent pas d'argent pour cette protection. Donc il y a quand même une différenciation à terme. Alors est-ce que c'est lié uniquement à la réponse de la Chine plutôt qu'à la stratégie de long terme de Washington? Moi j'aurais tendance à dire que c'est les deux. La Chine reste l'ennemi numéro 1, mais les États-Unis de Donald Trump sont-ils toujours prêts à défendre l'île ? Ce serait évidemment un événement catastrophique, mais cela donnerait au moins aux États-Unis une position avantageuse dans ce secteur très important. Cela aurait donc un grand impact si quelque chose devait arriver à Taïwan. Alice Ekman, quelle est finalement la position de Donald Trump sur la défense de Taïwan ? Il est peu probable que Donald Trump lâche, entre guillemets, Taïwan, c'est-à-dire ne soutienne plus Taïwan. L'option la plus probable, c'est que Donald Trump renforce son approche transactionnelle, que l'on connaît bien vis-à-vis de l'île, c'est-à-dire qu'il a, par exemple, déclaré lors de sa campagne, lors d'une interview à Bloomberg, qu'il fallait voir les États-Unis comme une compagnie d'assurance et que si on voulait être bien assuré, il fallait payer. Donc, c'est-à-dire qu'il est probable qu'il demande une contribution financière plus importante à Taïwan, des achats d'armes américaines plus conséquents. Et donc, on va dans cette direction-là. Mais le partenariat de sécurité existant entre Washington et Taipei, à mon avis, est là pour durer. Mais on a bien vu qu'il y a un relatif consensus entre républicains, mais aussi républicains et démocrates sur le fait que la Chine est identifiée comme la première des menaces pour les États-Unis. Taïwan n'est pas perçu, bien sûr, comme tel. La défense de Taïwan ou le soutien de Taïwan n'est pas remis en question à aucun moment. On est plutôt, je pense, actuellement dans une dynamique de négociation pour essayer de bénéficier de l'avancée de la compétitivité de Taïwan dans les semi-conducteurs. Mais à mon avis, ça ne remet pas en cause le soutien américain en matière de sécurité à Taïwan. On peut souligner également que nombre des membres du gouvernement de Donald Trump sont très anti-Chine. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'analyses et de débats aujourd'hui sur les China Hawks, sur les faucons américains anti-Chine. Quel est leur poids réel dans l'administration ? Est-ce qu'ils sont mis de côté ? Au contraire, est-ce qu'ils sortent renforcés de la dynamique ? Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas une spécialiste des États-Unis, mais la tendance de long terme est quand même assez consensuelle. Il faut toucher la Chine, l'ennemi principal c'est la Chine, il ne faut pas perdre de vue que la Chine est un pays hostile, il faut contenir la Chine sur le plan technologique, commercial, militaire, institutionnel, diplomatique. Donc voilà, on peut s'amuser à faire de la washingtologie comme on fait de la pékinologie ou de la soviétologie à l'époque, mais réellement la tendance de long terme c'est celle-ci. C'est un consensus relativement fort sur une approche dure vis-à-vis de la Chine. Je ne pense pas que Trump soit naïf vis-à-vis de la Chine. Je ne pense pas que Elon Musk, malgré l'intérêt économique, les intérêts de Tesla pour le marché chinois, va vraiment changer cette tendance. Et comment cela est perçu du côté de la Chine ? On est dans une situation dans le cadre d'antagonisme. Moi, je ne citerai pas le piège du Thucydide. Certains disent c'est parce que c'est incontournable le fait qu'une puissance installée soit défiée, challengée par une puissance montante, mène incontestablement à la guerre. C'est le piège du Thucydide. Je déteste cette référence, cette citation.
civilisation parce qu'elle est galvaudée. L'histoire se répète pas toujours. C'est pas parce que la puissance est ascendante qu'elle ne peut pas coopérer avec une puissance installée. Ce qui est certain, indépendamment de cette référence historique, c'est que la Chine a un projet d'être puissance numéro 1 de façon différente de l'exercice de la puissance américaine aujourd'hui. Nous avons confiance dans le futur du monde et également dans le futur des relations entre la Chine et les États-Unis. Il n'y a qu'une direction à suivre, celle du respect mutuel, d'une coexistence pacifique et d'une coopération fructueuse. C'est aussi ce qu'attend la communauté internationale. Donc il y a un projet aussi politique, c'est-à-dire de défiance. Et là, je parle indépendamment de Trump ou pas. Ça pourrait être dans 4 ans, avec retour de, on va dire, dirigeants considérés comme plus modérés à Washington, etc. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une compétition systémique. C'est-à-dire c'est une rivalité entre systèmes, que le système politique américain est illégitime, qu'il distille dans le monde des concepts tels que la démocratie et le libéralisme qui sont illégitimes, qui est temps de s'attaquer à cette illégitimité, à la fois au niveau systémique, c'est-à-dire restructurer la gouvernance mondiale pour qu'ils aient moins d'influence au sein de l'institution internationale, mais aussi déconstruire les concepts prônés par l'Occident, en tout cas perçus comme tels par la Chine, pour promouvoir des définitions, des concepts alternatifs dans le monde. Ça paraît un peu simpliste et schématisé, mais cette vision manichéenne est défendue par Pékin aussi. Alice Ekman, je rappelle que vous êtes directrice de la recherche de l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant ces 3 épisodes. Au revoir. C'est la fin de cette série. Pour lire toutes les analyses de la rédaction sur la relation entre la Chine et les États-Unis, rendez-vous, chers auditeurs, sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement est en ce moment au prix d'€1. Et je vous rappelle que La Loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi dès 6h du matin sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Castbox ou Apple Podcast par exemple. La Chine à l'épreuve de Trump est une série originale de La Loupe réalisée par Jules Cros avec Emeline Dulliot.